Parlons Aviation, épisode 31. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de répliques d'avions historiques avec Thomas. Nous parlerons aussi des actualités avec la nouvelle version du Cirrus Vision Jet. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 31 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 31e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet orienté vers les techniques de construction et de conception aéronautique avec notre invité Thomas. Thomas est le secrétaire de l'association Réplicaire située dans la région toulousaine. L'objectif de l'association est de construire des répliques d'avions historiques. Leur premier projet était de refaire voler un Morane Saulnier type G et de reproduire la première traversée de la Méditerranée effectuée par Roland Garros en 1913. Nous discuterons du processus de construction de cet avion et de ses particularités ainsi que du programme d'essai en vol nécessaire avant d'entreprendre la traversée. Une fois ce premier projet réussi, Réplicaire a choisi de se lancer comme défi de construire et faire voler un deux-voitines D551. Le D551 est un chasseur français conçu et construit au début de la Seconde Guerre mondiale. Ses performances avaient été annoncées comme exceptionnelles pour l'époque. À cause de l'armistice, cet avion n'avait jamais pu faire son premier vol et les exemplaires construits furent détruits. Thomas nous expliquera en détail le processus de recherche documentaire et de fabrication de cet avion légendaire. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/31. Mais avant de discuter avec Thomas, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est l'annonce de la nouvelle version du Cirrus SF50 Vision Jet. Nous avions déjà discuté de cet avion monoturbine produit par Cirrus lors de l'épisode 11 au moment où il avait remporté le trophée Collier. Le SF50 est un avion révolutionnaire car il s'agit du premier équipé d'un turboréacteur et d'un parachute de cellules. La nouvelle version dénommée G2 pour Génération 2 apporte une série intéressante d'améliorations. La première amélioration du G2 est la certification dite RVSM pour Reduced Vertical Separation Minima. Le RVSM est un jeu de contraintes de certification permettant aux avions d'accéder à l'espace aérien situé entre 29 500 et 40 500 pieds. On parle plus communément de niveau de vol 295 pour l'altitude de 29 500 pieds, du niveau 405 pour l'altitude de 40 500 pieds. Historiquement, les avions étaient séparés de 1000 pieds jusqu'au niveau 295 puis de 2000 pieds au-delà. Ce mode de fonctionnement avait été choisi car plus on monte dans l'atmosphère, plus cet espacement de 1000 pieds correspond à un delta de pression de plus en plus petit. À l'époque, la précision des altimètres et des systèmes d'autopilote ne permettait pas de séparer les avions de 1000 pieds aussi haut. Le problème avec ce mode de séparation augmenté est que la capacité de cet espace aérien supérieur s'en retrouve largement réduite. Étant donné que ces niveaux de vol correspondent aux altitudes préférées des avions à réaction moderne, il a fallu trouver une solution pour utiliser ce bloc d'espace de manière plus efficace. La solution a été d'implémenter la norme RVSM, ce qui a permis de séparer les avions de 1000 pieds au lieu de 2000 pieds dans cette tranche d'altitude. De nombreuses contraintes ont été placées sur les systèmes altimétriques afin d'atteindre cette certification. La précision des mesures a été améliorée et les normes de maintenance ont été rendues plus exigeantes avec des vérifications très régulières. Si vous regardez sur le flanc d'un avion comme l'A320, vous remarquerez une zone entourée de rouge où se situent les prises d'air statiques permettant de mesurer l'altitude de l'avion. Si une quelconque déformation ou débris est présent dans cette zone, alors il y a de fortes chances pour que l'avion perde son statut RVSM. Une autre contrainte imposée par la norme RVSM est l'utilisation obligatoire de l'autopilote dans cette tranche d'altitude afin de garantir une précision maximale de la tenue d'altitude. Cela signifie donc que le pilotage manuel au-delà du niveau 295 est simplement interdit. Si une seule de ces contraintes n'est pas remplie, alors l'avion ne sera pas autorisé à faire sa croisière dans l'espace RVSM et devra donc voler plus bas. Au-dessus de l'espace RVSM, les séparations de 2000 pieds restent applicables, mais peu d'avions sont capables d'y accéder. Cela concerne principalement les avions d'affaires haut de gamme et les avions de chasse. Grâce à sa certification RVSM, le Vision Jet peut accéder désormais à des altitudes plus favorables en termes de consommation d'essence et donc de performance et de distance franchissable.
Sa portée atteint désormais 1200 nautiques au lieu des 1000 nautiques de la version précédente. Les autres améliorations du SF50 G2 incluent une évolution de l'avionique avec des calculateurs plus performants et l'ajout de la fonctionnalité d'automanette. L'automanette est une fonctionnalité de l'autopilote permettant une gestion automatique de la puissance des moteurs. C'est une fonctionnalité très commune des avions de ligne à réaction, mais de nombreux petits et moyens avions d'affaires n'en sont pas équipés. Les pilotes doivent alors ajuster en permanence la puissance des moteurs. L'ajout d'une telle fonctionnalité permet d'améliorer grandement la sécurité et le confort de pilotage, surtout vu que le Vision Jet est certifié monopilote. Vous trouverez dans la description des photos du magnifique Cirrus SF50 Vision Jet et de la zone critique RVSM sur un Airbus A320. Bonjour Thomas et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique associatif ? Donc bonjour Antoine, écoutez, moi je m'appelle Thomas Mouton, donc je suis ingénieur dans le monde de l'aéronautique, j'habite dans la région toulousaine. Ça fait 8 ans que je travaille en bureau d'études principalement, et donc l'association Réplicaire, je l'ai rejoint un an après sa création, donc en juin 2012, elle a été créée en juin 2011 donc, et depuis j'ai exercé en tant que bénévole en fait en son sein, et début 2014, je suis devenu secrétaire de l'association et j'y reste depuis quelques années maintenant. Donc l'association Réplicaire, c'est l'objet de cette discussion ensemble. Quel est l'objectif de cette association et qu'est-ce que vous cherchez à faire de manière plus globale ? Alors l'objectif de l'association, il y a l'objectif, on va dire, public, avec les gens de l'extérieur, puisque l'objectif donc c'est de faire revivre des avions qui n'existent pas ou qui ont existé qui n'existent plus, pardon, ou qui ont existé par le passé, qui ne sont plus en état de vol, de faire revivre un peu l'histoire des pionniers et donc faire une promotion de l'aéronautique, qu'elle soit une aéronautique de collection, pardon, ou alors une aéronautique un peu plus moderne, puisqu'on est des ingénieurs pour la plupart dans l'association, donc on aime bien utiliser des technologies un peu avant-gardistes. Et donc ça, c'est on va dire le point de vue, on va dire, public. Après, nous en interne, c'est plutôt créer. L'objectif de l'association, c'est de se regrouper entre amis, parce qu'on est vraiment une bande d'amis, faire des bons repas ensemble, voir nos avions, nos projets aboutir, voler et se faire plaisir. Donc tu disais que vous aviez des chantiers de restauration d'avions. Comment est-ce que vous choisissez les avions que vous souhaitez restaurer et refaire voler ? Alors, je me permets juste une petite correction, parce qu'en fait, c'est pas de la restauration, vraiment. Il y a des associations qui sont bien plus compétentes que nous dans ce domaine. Nous, on est plutôt en fait sur la reconstruction. Je m'explique la différence. Ça va être en fait le fait de partir de rien, ou enfin d'une base existante, mais qui va être en plan principalement, ou en dessin, ou en croquis, pour refaire un avion à partir de cela. Alors que la restauration, ça va être plutôt partir d'une base existante d'un avion qui s'est abîmé ou qui est resté dans un endroit vieillir, et le remettre en état. Là, on est vraiment sur un process de conception. C'est de recréer l'avion de A à Z, on va dire. Voilà. Donc c'est juste cet aspect-là que je voulais clarifier. Donc, comment est-ce qu'on choisit ? On n'a pas eu. J'avoue que c'est une question un peu difficile pour y répondre, puisque pour l'instant on n'a eu que 2 choix à faire, sachant que le premier choix était plus ou moins tout tracé, parce que c'est ce qui a drivé la création de l'association, donc le choix du moral. Donc, de ce que j'en sais, à l'origine, en fait, c'était l'idée de faire un projet cool, parce qu'il y avait que 5-6 personnes au début dans l'association, et de commencer à attaquer un peu les commémorations. Parce on arrivait, en fait, quand l'association a été créée, on était en 2010-2011, en fait, quand les idées ont commencé à germer. Et on commençait à parler beaucoup de centenaire de l'aéronautique, parce que la création de l'aéronautique, c'était au début des années 1900. Et donc, c'est ce qui a lancé le projet du Morane. Donc, l'idée de faire un avion pour son centenaire.
Donc le Morane-G avec la traversée de la Méditerranée, etc., tout ce qui ça a pu engendrer. Et le deuxième choix, le choix du deux-voies team, c'est à la suite en fait du projet Morane. On était tous bien fatigués. Donc c'était en septembre 2013, hein, on sortait de la traversée, on commençait à faire deux, trois meetings aériens sur la fin de l'année, mais bon, l'idée principale qu'on avait dans l'association, c'était de se reposer, d'en profiter. Et puis au bout de 2 mois, en fait, on s'est dit que non, en fait, on s'ennuyait beaucoup pour être poli, et que finalement, on allait choisir un nouveau projet. Et donc, les membres de l'association, on s'est tous concertés, chacun a proposé un projet, et puis on a fait un grand repas de Noël où on a tous choisi quel projet on allait faire. Et, bon, c'était un peu orienté comme choix en fait, mais c'est le Devoirs Team qui est ressorti en fait, parce que c'est un projet en fait qui avait déjà été commencé par un de nos membres à titre personnel. Donc Fabien a raison hein, pour pas le nommer évidemment. Et son projet en fait, il avait déjà commencé un travail de lecture d'archives, de remise au format numérique des plans. Et donc c'était un projet intéressant. On commençait à arriver aussi dans les périodes qui nous intéressaient. Ça faisait vraiment un projet complètement différent. Déjà, après, on pourra revenir sur ce qui a fait choisir cet avion plus que d'autres, mais on va dire c'est l'idée pour celui-ci de faire un avion qui a jamais volé en tout cas. Ok, parfait. Donc maintenant, intéressons-nous donc au premier, au Morane Type G. Comment est-ce qu'on reconstruit un avion comme ça? Est-ce que vous avez réussi à ressortir des plans d'archives? Est-ce que vous êtes basé sur les quelques exemplaires dont il reste quelques pièces? Comment vous faites? Pour le Morane, il y a un peu des deux. Un peu des deux entre le fait de ressortir des plans. Donc en fait, on a retrouvé des plans d'époque et on s'est aussi inspiré du Morane G qui est exposé au musée de l'Air au Bourget. Donc c'est en fait c'est une comparaison un peu de ces plans en fait parce que les plans les dénominations Morane G, Morane H en fait elles sont arrivées même après la guerre donc c'est des nominations fictives. En tout cas, nous on a choisi ce qui s'appelait donc le G parce que en fait c'est un avion biplace et c'est une volonté en fait qu'on a dans l'association de construire des avions qui ont 2 places tout simplement pour qu'il n'y ait pas que le pilote qui en profite, mais aussi les membres de l'association qui ont participé activement au projet en fait. Donc pour le Morane, on a choisi donc l'avion biplace, donc plutôt que le Morane H qui était censé être monoplace, avec des plans. Enfin alors on avait 3, 4 plans d'époque qui sortent des archives, plus on va dire le modèle existant qui est au musée de l'Air. Donc on est parti de cette base en fait pour reconstruire de zéro l'avion. Le Morane G, c'était un avion en construction bois et toile, puis avec un petit peu de métal. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver des compétences pour faire de l'ébénisterie et ce genre de choses? Et est-ce que c'est vraiment compliqué à faire? Alors, de l'ébénisterie, j'irai pas jusque-là. En fait, comment dire, quand on a commencé, on a déjà refait la maquette numérique, comme tout bon ingénieur. On avait des membres qui étaient constructeurs amateurs aussi, donc les avions en bois, ils connaissaient. Et donc, ils ont pu nous aider sur les méthodes connues, on va dire, du bois. Donc après, il y a les exigences aéronautiques qui font qu'on va pas choisir du bois chez le roi Merlin. On va pas faire de leur mauvaise pub, mais c'est pas du bois aéronautique qu'ils font. Donc on va choisir des bois appropriés, de la visserie pareil appropriée en aéronautique. Après les compétences, il faut quelqu'un qui sache comment dire dessiner un avion. On va pas le faire sur papier maintenant, donc on le fait en numérique sur ordinateur. Il faut quelques personnes qui sachent comment c'est dimensionné. Puis après, on regarde ce qui a été fait à l'époque, on essaie de le comprendre et on refait la même chose en fait parce que tout simplement vis-à-vis des autorités, pouvoir dire on veut construire cet avion et le faire voler, il faut avoir une base comment dire certifiée et dire qu'on prend un plan d'époque, c'est une manière de dire on travaille sur un avion certifié en fait parce que tout avion ayant déjà volé est considéré comme étant certifié. Alors après, l'ébénisterie, bon, c'est du bois étoile. Le bois, il y en a pas beaucoup. Hein, quand on voit le Morane, il y a 4 grandes poutres
en bois qui font le fuselage. Donc c'est du frêne en collé, contre-collé, qui lui permet d'avoir une forme. Donc on va utiliser des bâtis. Toutes les traverses, c'est des bois en une section qui se trouve, on va dire, dans le commerce qu'il faut recouper à la bonne taille. Pour les ailes, c'était un peu plus particulier, hein. On a fait appel à une entreprise, hein, qui savait faire des ailes en bois et qui les a usinées sur fraiseuse numérique. Donc à partir des plans numériques qu'on avait fait, d'où l'intérêt en fait, hein, de finalement avoir l'association en fait, elle a vraiment travaillé, on va dire, sur un mode comment dire artisanal, enfin bénévole avec les moyens qu'on avait pour faire le fuselage. Par contre, les ailes, on avait fait appel à une entreprise extérieure. De même, pour un certain nombre de petites pièces métalliques qui sont à l'intérieur, on avait utilisé un autre partenaire qui faisait de la découpe laser pour faire de la découpe sur des petites feuilles d'acier. En gros, les compétences, en fait, si pour l'ingénierie principalement, on les avait en notre sein. Pour tout ce qui est travail du bois, qui reste dans le domaine de construction amateur, on en avait aussi. Pour l'entoilage, on a fait des stages au sein de l'association, en fait, des formateurs des différentes compagnies qui font de l'entoilage sont venus nous former, et donc on a pu faire l'entoilage nous-mêmes. Après, le reste, on fait appel à des sociétés qui veulent bien nous aider, et voilà. Ça fait une mayonnaise qui prend bien, et qui fait qu'on peut réussir à faire voler un avion, quoi. Un des éléments évidemment essentiels d'un avion, c'est le moteur. Et puis, les moteurs de cette époque-là sont pas tout à fait réputés pour leur fiabilité. Comment est-ce que vous avez géré cet aspect? Est-ce que vous avez reconstruit un moteur de zéro ou est-ce que vous avez repris quelque chose d'existant, de moderne, si on peut parler comme ça? Ben, en fait, on a repris un moteur moderne. Alors, la raison, on peut en débattre, hein, mais au moment où on a choisi le moteur, on savait à peu près vers quel moteur on allait s'orienter. C'est un moment qui a été un peu charnière pour l'association parce que c'est révélé à ce moment-là que le projet Morane de Réplicaire allait être celui qui allait faire le centenaire de la traversée de la Méditerranée. Et ce projet, en fait, était sponsorisé par l'Aéroclub de France. À ce moment-là, en fait, a été fait le choix du moteur et l'Aéroclub de France a choisi de nous sponsoriser. Et donc, en fait, ils ont, pour nous, acheté le moteur. Et donc, c'est un moteur moderne Rotec qu'on a utilisé, qui est un moteur de construction australienne. Et ce qu'il faut voir, en fait, nous, d'un point de vue ingénieur, ce qui nous intéressait, c'est que c'est un moteur qui a à peu près le même poids qu'un moteur rotatif d'époque. Donc là, on est sur un moteur en étoile. C'est la même géométrie à la différence près que le moteur. L'hélice tourne par rapport au moteur, alors que les moteurs rotatifs, c'est le moteur et l'hélice qui tournent ensemble. Ça, c'est des petites notions techniques. Pour ceux qui s'en intéressent, qui comprendront. Donc, on est sur un moteur qui a à peu près la même géométrie, qui a à peu près le même poids. Nous, après, en interne de l'association, ce qu'on a dû, c'est retravailler, on va dire, sa fixation sur l'ensemble planeur, on va dire. L'ensemble planeur étant l'avion sans le moteur. Donc tu disais, vous avez fait la traversée de la Méditerranée avec cet avion que vous avez construit. Comment est-ce que ça se déroule, la préparation d'un tel vol? Est-ce que vous aviez fait plein de vols d'essai avant pour être sûr de la fiabilité ou est-ce que ça s'est fait de manière un peu plus courte que ça, disons? Les deux parce que ça a été très court, mais très très intense, hein. Il faut savoir que si on reprend à peu près le planning qu'on a eu au début du projet, donc le projet avait été lancé en 2011. Donc moi je suis arrivé en juin 2012, mais on commençait à avoir des pièces d'avion, mais on n'avait pas encore l'avion du tout. En janvier 2013, fin 2012, début 2013, on avait changé d'atelier pour aller chez un partenaire. Et à ce moment-là encore, on n'avait qu'un fuselage en pièces. Et les premières choses qu'on a faites en arrivant dans le fuselage, c'est qu'on l'a démonté. Donc début 2013, on n'avait pas de, l'avion n'était pas encore assemblé. Donc janvier 2013, on a vraiment assemblé l'avion en fait de janvier à juillet 2013. On a fait le salon du Bourget en juin avec les ailes qui venaient d'arriver, donc qui étaient encore désentoilées. On venait de recevoir le moteur, il était encore en pièces en juin.
On avait l'installation motrice qui était plus ou moins prête. Bon, c'est c'est assez simple hein, à l'intérieur de l'avion. La complexité en fait de cet avion, c'était vraiment le gauchissement, parce que c'est un avion qui est sans aileron. Et on a tenu en fait à faire un avion sans aileron, comme à l'époque en fait. Et donc là, on est en juin, juillet. On a fini de l'assembler en juillet. On a fait les essais moteurs mi-juillet. On l'a mis en croix fin juillet. On a fait son premier vol début août. Et en fait, entre août et septembre, parce que la traversée avait lieu en septembre, hein, donc on était très contraints par le temps. Et les 10-15 membres qu'on était, on travaillait tous les jours hein, sur le projet. Hein, c'était très, très intense. Donc, on a fait des essais en vol, on a fait les premiers vols simples et en fait, on a fait un programme d'essais en vol classique, dans le monde de l'aéronautique. On commence, on fait les premiers vols, les premiers tours de piste, on regarde comment l'avion se comporte, parce que c'était un avion complètement nouveau, hein, gauchissement, on n'avait aucune expérience d'un avion équivalent. On a tout refait. On a des pilotes d'essai hein, dans l'association, donc ils ont développé un programme d'essai classique, hein, comme un petit avion pour en avoir un, mais comme un Airbus ou un autre avion qui doit être certifié A. Donc des essais de centrage, de masse, d'autonomie aussi, parce qu'au début on n'avait qu'un réservoir simple, on n'avait pas la totalité de l'autonomie pour faire la traversée. On avait déjà prévu de rajouter le deuxième réservoir, hein, comme sur les plans d'avion. Puis après, donc, on a vérifié que les deux réservoirs travaillaient bien ensemble, et puis qu'on n'avait pas de problème, parce que l'autonomie en essence, on l'avait, mais c'était le problème de l'autonomie en huile, là, maintenant, qui devenait le problème. Il fallait pas qu'on perde trop d'huile. Donc, c'est toute une campagne d'essai en vol pour après faire un premier vol de 4 heures. Un premier vol de 4 heures autour de Auch, où on volait avec l'avion. Auch, qui est à l'ouest de Toulouse. Et puis après, on a fait d'autres vols. On a fait un vol de 6 heures où en fait, on est parti. C'était 2 semaines avant la traversée. En fait, plutôt que d'emmener l'avion par la route pour aller à Fréjus, parce que la traversée en fait, elle était faite entre Fréjus et Bizard. Donc en gros, c'est Marseille-Tunis. Donc il fallait rejoindre Fréjus depuis Toulouse. Mais en fait, ce vol-là, il faisait 6 heures. Et donc, on a fait ce vol comme un vol test au-dessus de la Terre pour rejoindre Fréjus. Donc, c'était, on va dire, un peu la façon dont on a procédé en fait pour les essais. Et tout s'est bien déroulé. Bon, évidemment, il y a eu des accros hein, par moment. On a réussi à s'en sortir à chaque fois, en tout cas. Tu parlais de cette notion de gauchissement. Peut-être donner un petit peu de contexte, parce que ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment particulier à cet avion. C'est-à-dire que si on regarde un avion moderne, que ce soit un avion de ligne ou un Robin ou ce genre de choses, on a les ailerons, donc les surfaces qui bougent au bout des ailes. Alors que vous, si je dis pas de bêtises, sur votre avion, en fait, ce qui se passe, c'est que vous tordez l'aile pour pouvoir faire bouger l'extrémité de l'aile. C'est bien ça dont il s'agit ? C'est ça, comme un oiseau. Un oiseau n'a pas d'aileron hein, quand il vole. Il déforme ses ailes, et ça fonctionne exactement de la même façon avec notre Morane dans l'association. En fait, ce qui va se passer, c'est pour faire simplement, on va dire que l'aile, donc il y a 2 longerons, un à l'avant et un à l'arrière. Et le longeron avant, en fait, va être fixe, et le longeron arrière, en fait, va être un peu monté va pouvoir pivoter en fait autour d'un axe sur le fuselage. Et avec des câbles, en fait, on va venir tirer sur ce longeron qui va en fait donner une inclinaison différente entre le longeron avant et le longeron arrière qui va faire en fait que l'aile se tord ou pas. Et cette aile tordue en fait fait que ça fait l'équivalent de l'aileron. Je devrais dire l'aileron fait l'équivalent de cette aile qui se tord. Waouh, impressionnant, moi je trouve. Ouais, non, après la difficulté en fait qu'on a eu sur le Morane et au début du projet quand Jérémy donc notre président a créé l'association et s'est lancé sur le projet, il s'est dit que on allait faire un avion à gauchissement où tout le monde était là à dire non mais faites pas ça, vous allez vous tuer, c'est de la folie, vous allez jamais y arriver. Bon, nous dans ces cas-là, hein, c'est un peu le raisonnement de nos membres en tout cas, c'est quand on nous dit c'est pas possible, le faites pas, nous ça nous motive en fait. Ok, allez, on va leur prouver qu'ils ont tort, on va faire ça.
Non, la difficulté en fait du gauchissement, c'était de faire attention en fait à la tension dans les câbles, à la toile, qu'elle soit pas trop rigide, à la peinture, pour qu'on ait une aile assez souple, pour qu'elle puisse se tordre sans trop d'effort au manche, hein, parce que le pilote, il va faire le vol pendant 8 heures. Ben, il faut pas qu'il ait des crampes dans les bras au bout de 20 minutes parce que c'est trop dur de tordre l'aile. Donc et puis il y a le sens de la toile aussi. La toile d'entoilage a une très forte importance dans la rigidité de l'aile ou pas. Là, le petit secret, en fait, enfin, c'est pas un secret, mais tout le monde devrait le savoir, du moins ceux qui s'intéressent au gauchissement, c'est qu'en fait, la toile, il y a une fibre, donc avec les fils des tissus, et ces fils, en fait, on n'a pas entoilé à 90 degrés et 0 degrés, mais on l'a entoilé à 45 degrés, en fait, pour que, ça permette la déformation. C'est un ensemble de petites recettes qu'on a appris, des plusieurs idées par-ci par-là. Alors je sais pas si c'est de la chance ou si c'est du talent. Je dirais que c'est un peu des deux. Mais en fait, tout s'est bien déroulé. On n'a pas eu besoin d'avoir un grand bras de levier au niveau du manche et que le pilote, il arrive à voler sans se faire mal au bras. En fait. On en est content, on en est fier et c'est très bien. Et si on pouvait partager ce petit secret, que je n'en ai pas un, avec d'autres associations pour qu'ils fassent la même chose, on en serait très heureux. Tu as dit que vous avez mis 8 heures à faire la traversée de la Méditerranée. Pour avoir une ordre d'idée, à quelle vitesse est-ce que ça vole cet avion environ? Ça vole dans les 100 km/h, 110 km/h. Au-delà, en fait, c'est comme à l'époque, hein. Je crois qu'à l'époque, Roland Garros, donc il a fait la traversée en premier, il avait fait le vol en 7h58. On a dû faire à peu près la même chose. On n'a pas été plus vite. On s'est permis de faire 2, 3 passages à l'arrivée en Tunisie parce qu'on était content. Mais en soi, non, on vole à 100, 110 km/h. Après, on dépend énormément en fait du vent par rapport à la vitesse seule. Mais c'est un avion qui a énormément de traînées parce qu'il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup le train évidemment est fixe à l'extérieur. On a un magnifique M Morane Saunier sur le train qui traîne énormément, plus tous les câbles. On a 6 points de reprise au-dessus, en dessous de l'aile, avec tout un tas de câbles. Donc ça fait énormément de traînées, ça ralentit beaucoup l'avion. Donc, on a fait des essais hein, en vol. On est allé chercher les vitesses maximales. En piqué, il pouvait monter à 160 km/h si je dis pas de bêtises, mais l'avion bougeait horriblement. C'est pas terrible. Les rapports du pilote font que ils nous ont dit non, mais 110 km/h c'est très bien, c'est très confortable. Si on est tête à l'air, donc il vaut mieux pas avoir trop d'air dans le nez. Oui, c'est juste. C'est juste. Donc voilà, maintenant on a parlé de ce Morane G. Maintenant intéressons-nous au deuxième avion que tu avais mentionné au début, donc le Dewoitine D551. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet avion et quel était le défi à ce niveau-là? D551. Alors pourquoi Il y a tellement de raisons, je ne sais pas par laquelle commencer. Déjà, un deuxième projet, l'idée c'était de faire quelque chose de différent hein, du premier. Après, l'idée c'était de monter légèrement en puissance. Alors on pensait pas honnêtement monter à ce point-là en puissance, hein, parce qu'on est passé d'un avion en bois étoile à un avion tout aluminium de 1000 chevaux. On aurait bien trouvé un avion entre les deux, mais ce qui a fait ce choix typiquement, c'est que tout d'abord c'est un projet personnel d'un de nos membres, donc le projet était déjà avancé, du moins au niveau du travail d'archives, enfin, de lecture, de retrouver les archives, etc. C'est un avion qui ne n'intéresse que des bénévoles férus d'aéronautique, vraiment, hein, parce que la question qu'on a tout le temps, en fait, c'est pourquoi vous n'avez pas fait un Dewoitine 520 ? Tout simplement parce que le 520 Enfin, c'est pas l'idée de ne pas faire un 520, c'est l'idée vraiment de faire un 551 parce que c'est un avion qui n'a jamais volé. Il y a un intérêt, on va dire, de voir ce qu'il valait cet avion, parce que faut savoir que c'est toujours intéressant, du moins pour nous. C'est un avion qui devait avoir des performances absolument faramineuses. Hein. On a une phrase de Monsieur Doré, donc qui a pu essayer un avion équivalent, donc le 550. Si on refait un peu l'histoire des Dewoitine,
Il y a eu tous les 2 boîtines qui ont été créées. On est arrivé au 520, donc un avion de chasse. Donc cet avion était en cours de production, mais en même temps, Émile de Voitine a créé un autre avion sur ses fonds propres, un prototype, un avion de course qui était le 550. Les bureaux d'études d'Émile de Voitine étaient repartis de feuilles blanches en fait pour le dessiner. Ils ont voulu créer un avion beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à produire, et vraiment en le simplifiant en maximum, parce que le 520 est un avion très compliqué qui peut faire de la chasse de nuit, de la chasse de bombardement, de la chasse. C'est un avion qui est, on va dire, gros, qui est compliqué dans sa technologie, parce que on a ce qu'on appelle une flèche sur l'aile, sur son longeron, un dièdre. Un dièdre, c'est une double inclinaison de l'aile. Le fuselage est ce qu'on appelle en demi-coquille, donc c'est, on va dire, deux demi-cercles qu'on vient réassembler. Sur le 550 et sur le 551, toute la production en fait est simplifiée, et c'est ce qui nous a aussi intéressé. Monsieur Doré, en fait, qui avait, pour en revenir au départ, Monsieur Doré, en fait, quand il avait essayé le 550, il en avait dit que c'était un avion vraiment extrêmement performant, et que le 520, qui était jusqu'à présent, on va dire, son avion préféré, devenait alors il avait dit, devenait un percheron à côté du Mustang avec qui il avait fait un galop d'essai. Donc, venant d'une personne qui aime beaucoup le 520, on arrivait à dire que le 520 était un percheron et que l'avion, le 550 qui avait été testé, était un Mustang. Ça pique l'intérêt, donc, de vouloir faire ça. Et donc, le 551, en fait, c'est tout simplement la version militaire du 550. Le 550 est un avion de course, donc il y a quelques détails qui sont un peu étriqués, qui rendent l'avion particulier. 551 a été fait pour l'armée, donc il était plus simple, un cockpit un peu plus spacieux, une verrière qui déforme pas la vue, etc. Un ensemble de choix qui fait que l'avion est plus simple à construire, enfin, le 550 comme le 551, pardon, que le 520. Donc il y a ça, donc les performances de l'avion, le fait que le projet était déjà commencé au niveau des archives, ce qui facilitait un peu le travail de l'association. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, c'est un avion en aluminium, donc je vais pas dire que toute l'association est ingénieur, mais on va dire une petite partie d'entre nous est ingénieur dans l'aéronautique, et une petite partie de ces ingénieurs travaillent chez Airbus. Donc l'aluminium, on le connaît beaucoup plus, c'est plus proche de nous en fait. Si on prend le 551, il a une structure qui ressemble, on va dire qu'il y a beaucoup de points similaires avec un Airbus. C'est une peau en aluminium, des cadres en aluminium, des lisses en aluminium. Je veux dire, on prend un A330, un A330, un Airbus A320, c'est la même chose. De ce point de vue-là, c'est un avion qui semble simple. Et après, bon, c'est, comme dit, c'est un avion que j'ai jamais volé, donc ça pique l'intérêt et ça donne envie de le faire voler, tout simplement. Faire voler un avion qui a jamais volé, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau de la conception et de votre travail de construction. Qu'est-ce que ça implique comme contrainte? Est-ce que vous avez dû donc valider la conception vu que l'avion avait jamais volé? Est-ce que vous avez dû faire des modifications ou est-ce que vous reproduisez tout à l'identique? Alors, autant que possible, on reproduit tout à l'identique. Pour se faciliter le travail, on travaille directement avec les autorités, DGAC et ASA, pour la construction de cet avion. On a discuté en amont avec eux sur comment, on va dire, certifier cet avion. Et donc, on est tombé d'accord sur le fait que c'était un avion qui allait voler, parce que c'est un avion qui a été produit. On a des photos de l'avion complètement assemblé. On a retrouvé les plans d'époque, on a retrouvé les dossiers de calcul d'époque. Et donc, on s'efforce au maximum d'être conforme à la définition qu'il y a dans les archives. Tout écart qu'on ferait par rapport à cette définition d'origine devra être justifié. Un peu comme finalement on l'avait fait avec le Morane Saunier sur le précédent projet. Donc les autorités considèrent que comme l'avion a été produit et calculé, même s'il n'a pas fait ses essais en vol, on peut partir sur cette définition pour le reconstruire. Évidemment, on aura une campagne d'essais en vol à faire de la même façon, etc. Le point principal est là, en tout cas, de repartir de la définition d'origine. Et après, les écarts, ça,
les écarts, on en a forcément par rapport à ce qui pouvait se faire à l'époque, ce qui ne peut plus se faire maintenant. Voilà, quoi. Et puis une question aussi de nous en interne, ce qu'on peut trouver, par exemple. Si on parle de la visserie, il y a de la visserie à l'époque, on mettait tout en métrique. Maintenant, on a plus de mal à en trouver, de la visserie métrique, surtout Toulouse. Tous les avions, maintenant, on va dire, dans les grandes entreprises, c'est fait en unité impériale américaine. Donc, les tailles sont légèrement différentes. C'est un exemple de petits écarts qu'on doit justifier en tout cas. Dans le processus de reconception de cet avion, si on peut appeler ça comme ça, vous avez effectué des essais en soufflerie. Quels en étaient l'objectif et qu'est-ce que ça vous a appris? Les objectifs, c'était déjà de se rassurer, parce que il y avait des résultats hein, dans les dossiers d'époque, il y avait des résultats de soufflerie. Moi, je connais pas spécialement la soufflerie, mais de ce que les gens qui travaillaient chez nous sur ce mini projet, on va dire, nous disaient que les courbes d'époque étaient très propres, trop propres. Donc, ils voulaient se rassurer et aller voir le domaine, non pas complet de l'avion, hein, parce que les courbes qui sont d'époque, elles sont assez vraisemblables, elles sont assez similaires à ce qui se faisait à l'époque. Mais nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était quelques points a priori critiques sur les avions de Watine, c'est les phases d'approche, quand l'avion va atterrir, on est dans des faibles vitesses, ou les phases de décrochage, ces zones potentiellement à risque pour que finalement on s'intéresse à elles. Les résultats, donc on a fait plusieurs essais soufflerie, un essai comme à l'époque, c'est-à-dire planeur, c'est-à-dire juste avec la forme de l'avion, donc en soufflerie. On l'a fait à Lille, hein, donc c'est une soufflerie à Lille, elle est assez particulière, c'est une soufflerie verticale qui est faite plutôt pour les hélicoptères ou pour les avions où on va chercher justement ces phases de vrille à plat, ce qui explique le fait que la soufflerie soit en bas et qu'elle souffle vers le haut. Et donc nous, en fait, on cherchait pas vraiment savoir comment il allait se comporter à haute vitesse, mais plutôt à basse vitesse. Donc sa soufflerie suffisait. Et donc on a testé donc le planeur. Et après, on est allé faire des essais un peu plus poussés, parce qu'on a un partenariat avec le MERA là-dessus, sur des essais motorisés. Alors, motorisé, en fait, c'est pour connaître l'influence de l'hélice, parce que l'hélice, quand elle tourne, elle émet il y a un flux d'air derrière qui va générer, on va dire, des turbulences dans les gouvernes, dans la façon de voler de l'avion, du moins décollage par exemple. Et c'est de voir en fait cette influence du flux d'air de l'hélice sur les gouvernes. Et après, évidemment, l'ONERA, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le retour des essais en vol pour pouvoir faire une corrélation en fait entre les résultats d'essais qu'on a eu en soufflerie et les résultats d'essais en vol. Comme ça, ils pourront comparer en fait, dire voilà, ce résultat en soufflerie, ça veut dire ça en réalité. C'est un partenariat un peu gagnant-gagnant qu'on a entre l'ONERA et notre association Replicaire. Ok, parfait. Donc tu disais qu'en tant qu'association, vous aimez bien utiliser des moyens modernes pour fabriquer les pièces. Et donc l'usinage de l'aluminium, c'est aussi quelque chose qui demande un peu plus de moyens que le bois. Comment est-ce que vous avez réussi à accéder à tous ces moyens techniques pour fabriquer les pièces de votre avion? Alors les moyens techniques, on fonctionne, notre association, on travaille pas avec, si on travaille avec des fonds évidemment trésoriers, mais on travaille beaucoup plus en fait avec ce qu'on appelle des partenariats avec des entreprises, mais des partenariats techniques. C'est-à-dire que sur une formule, comme j'expliquais avec l'ONERA, qu'on estime gagnant-gagnant, donc on apporte quelque chose à un partenaire, le partenaire nous rapporte quelque chose, on va en fait s'appuyer sur le domaine technique que l'entreprise. On va aller voir une entreprise qui fait de la découpe laser pour construire un partenariat gagnant-gagnant avec elle. Et en échange, elle va nous mettre à disposition le laser sur une période où ça ne gêne pas son activité. De même, on va aller voir plusieurs entreprises qui font de l'usinage pour qui nous mettent à disposition les outils, les fraiseuses par exemple, ou les tours, pour usiner ces pièces sur une période qui ne les impacte pas. On va aller voir
une entreprise qui fait de la peinture d'avion pour travailler avec elle aussi sur la peinture qu'on aura besoin. On va aller, etc., etc., etc. En fait, à chaque fois, on essaie de trouver en fait une entreprise déjà qui est motivée sur l'idée de nous aider. Une entreprise, on va essayer de mâcher le travail autant que possible de notre côté. Donc, typiquement, si on parle d'un usinage numérique, de notre côté, comme on travaille avec une maquette numérique, des moyens industriels, on va dire classiques dans l'aéronautique de nos jours, comme on colle au modèle, on a beaucoup plus de facilité à dire, voilà, on arrive, on a le plan qui est fait, on a la pièce qui est numérisée en 3D, 3 dimensions, pardon. On a même déjà fait les programmes d'usinage. Il n'y a plus qu'à usiner, on vous passe même la matière et en gros, il n'y a plus qu'à brancher et c'est fini. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de faire le maximum de travail en interne pour qu'une fois qu'on est chez le partenaire, il est presque plus qu'à appuyer sur le bouton de sa machine un soir ou un week-end où ça ne le gênera pas dans sa production ou dans son activité classique. Maintenant, si on fait un petit point d'étape de cet avion, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui vous reste à faire ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, on est au début de l'assemblage. On a pris du retard en fait par rapport à un certain nombre de difficultés qu'on a eues avec les outillages principalement, parce que c'est une chose qu'on mentionne pas assez, parce que faire un avion c'est bien, mais pour chaque pièce en fait qu'on doit faire sur le Vatim, il y a 5000 pièces. Pour chaque pièce, beaucoup de pièces sont tollées. Je crois qu'on a à peu près 3000 pièces qui sont tollées, donc c'est-à-dire c'est une plaque de métal au départ, et puis on lui donne une forme pressée, comme un embouti. Ces pièces tollées, et en fait, pour chaque pièce, il faut faire un outillage. C'est une procédure, on va dire, entre obtenir la tôle, découper la tôle au laser, préparer l'outillage sur lequel la tôle sera pressée, faire la trempe. C'est un ensemble de difficultés. Enfin, c'est connu, mais le temps de faire les outils, typiquement, on l'avait peut-être mésestimé, donc c'est pour ça qu'on a un peu de retard. Donc on est à l'assemblage en ce moment, au début de l'assemblage. On a presque la totalité des pièces. Il y a quelques pièces critiques qui nous ont posé problème de la même façon sur l'outillage. C'était des longerons de fuselage. C'est des longerons en oméga. Le oméga, comme la lettre grecque. Donc ils ont une base plate et un demi-cercle. Et c'est des pièces en fait qu'on ne trouve pas. On a cherché un partenaire pour nous aider à fabriquer ces pièces, sauf que pour fabriquer ces pièces, il faut, on va dire, si on prend un industriel qui va faire, il va prendre une machine absolument énorme où ils vont étirer des tôles de métal à travers. Et donc, à chaque fois, en fait, ce qui revenait, c'est que l'entreprise avait besoin de faire 3 kilomètres de longeron. 3 kilomètres de longeron pour, on va dire, rentabiliser leur machine. Sauf que nous, même en faisant un avion et en faisant une multitude de pièces de rechange au cas où il y a un problème, on n'a pas besoin de 3 kilomètres. Sur l'avion, le longeron, ce longeron en particulier, il va faire au maximum, il fait un peu plus entre 5 et 6 mètres. Il y en a 4, donc on va dire ça nous fait 25 mètres maximum par avion. 25 mètres, s'il nous faut 3 jeux de pièces, on a besoin tout le bout du monde de 75 mètres. Donc avoir 3000 mètres, c'est pas utile. Donc ces longerons, on a dû faire un outillage nous-mêmes, donc un peu plus rustique que la machine professionnelle. Et donc là, on a fait depuis le début de l'année, donc la machine existe. On a fait une multitude de tests avec des longueurs variées, des épaisseurs. Sur le longeron, en plus, une fois qu'il est en forme d'oméga, il faut le mettre en forme de l'avion, parce qu'il est pas, c'est pas seulement un oméga droit. Si c'était ça, ce serait simple. Mais c'est que cette pièce, elle est légèrement courbée, fléchie et tordue aussi, enfin tordue, en torsion, je sais pas. Donc c'est un ensemble à faire qui est assez complexe. Et donc là, on a tous les outillages en fait. On a l'outillage pour faire le oméga, l'outillage, le bâti pour le mettre en forme et le fuselage qui est prêt à le réceptionner. Donc tout ça est prêt. Il n'y a plus qu'à, on va dire, faire la pièce finale. Donc là, on en est à semaine prochaine. On va faire la pièce avec le matériau
final qui sera sur l'avion. C'est une pièce importante, hein, parce que sans cette pièce-là, on peut pas assembler le fuselage. Pour les ailes, pour les pièces usinées, je pense qu'on est à 90% des pièces qui sont prêtes et qu'il n'y a plus qu'à assembler. Donc maintenant, ça va être pour la structure, ça va être beaucoup du Lego, du mécano, si je peux dire, avec les phases de rivetage, d'assemblage classique, qui vont avoir lieu là sur toute l'année prochaine pour pouvoir après le présenter enfin aux yeux de tout le monde. Et c'est tout ça, dans tout ça, je parle même pas du moteur qui lui aussi avance en parallèle. Donc effectivement, c'était ma question suivante. Donc 2000 chevaux sur un moteur à piston, c'est pas vraiment quelque chose de très très commun aujourd'hui. Ça l'a peut-être été par le passé, mais aujourd'hui pas vraiment. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver un moteur de 2000 chevaux ou à le construire? C'est 1000 chevaux, hein. C'est pas 2000. Alors le moteur, c'est encore de la chance. Quand on a lancé le projet, en fait, on a fait un article de presse pour dire que voilà, on lançait le projet. Et en fait, cet article a été lu en Allemagne. Et il s'avère qu'en Allemagne, en fait, il y avait un collectionneur qui possédait un moteur 12Y-51, donc la version qui nous intéresse, qui devait être montée sur l'avion à l'époque, et qu'il avait ça dans son grenier. Ils étaient prêts, en fait, à nous le vendre. Ce qui s'est fait, c'est que après cet article donc, qui a été publié fin 2013, on s'est retrouvé en mars 2014 avec un moteur. Donc évidemment, c'était un moteur qui était de collectionneur, hein, donc il y a toute une révision à faire dessus, tout un processus là pour le coup de restauration. Hein, c'est une pièce existante. On n'aurait pas créé le moteur, je pense. Non, c'est pas. Toulouse, on est principalement des gens qui construisent des structures d'avion, mais les moteurs, c'est pas trop notre domaine. Donc on a eu la chance de trouver un moteur comme ça, et puis un deuxième par la suite, et on en est resté là. Pour l'instant, on n'a que 2 moteurs en fait qui viennent de constructeurs suisses. Ainsi se conclut donc cette interview. Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler avec nous de tes activités passionnantes sur Replicair. Merci en tout cas pour le temps passé à m'écouter. J'espère qu'on pourra en reparler à l'avenir, et puis sinon... si vous passez par Toulouse, que ce soit vous ou les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter par notre site internet. On sera heureux de vous accueillir et de partager ce qu'on fait avec vous. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de l'association Replicair. Elle présente un point d'avancement du DeWatin D551 dont nous avons discuté avec Thomas. On peut y voir les nombreuses techniques de construction qu'ils ont utilisées allant de la découpe laser à l'impression en 3D des pièces en aluminium. La vidéo présente également quelques images des essais en soufflerie et du désassemblage des moteurs trouvés par l'association. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com/vidéo31 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 31e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Thomas d'avoir accepté de venir nous parler des projets exceptionnels de l'association Replicair. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/31. Vous y trouverez des photos du Morane Type G et du DeWatin D551. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 31e épisode de Parlons Aviation.